Et après avoir fait énormément de recherches, on s'est arrêté sur le travel. Le tourisme, c'est pour nous l'industrie qui va surperformer toutes les autres sur les prochaines décennies. C'est une industrie qui est en pleine transformation et je pense qu'on vit un point d'inflexion aujourd'hui dans l'univers du tourisme. Et l'idée, c'est de créer le premier fonds européen de Travel Tech. Bienvenue sur FinScale, l'émission qui vous plonge au cœur de la transformation de la finance. Solène Niederkorn et ses invités explorent chaque semaine les initiatives qui façonnent l'avenir de l'industrie. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur FinScale. J'ai la joie et l'honneur de recevoir Bobby Demry, qui est Managing Partner de Rock Ventures. Bonjour, Salut Bobby, Solène. trop contente de t'avoir. Je suis très content d'être là et très honoré. Ah bah écoute, je t'avais dit. C'est un de mes podcasts préférés depuis des années. Et je crois qu'on fête les 5 ans. Voilà, les 5 ans. Donc c'est important. Et en plus de ça, c'est un jour important pour moi parce qu'aujourd'hui, mon fils fête ses 1 an. Ah bah voilà. Ah déjà ? Ouais. Ok, super. Donc, on se connaît. Je pense que les auditeurs auront compris. En fait, avec Bobby, on a bossé ensemble avec ton associé Ludger il y a 1 an sur la mise en place de Rock Ventures du fonds. Donc, j'ai adoré bosser avec vous et ravie de te recevoir pour parler plus de la thèse d'investissement de Rock Ventures. Mais avant de créer Rock Ventures, tu as un passé d'entrepreneur dont j'aimerais que tu nous parles. Alors, je vais pas dire que j'ai un passé d'entrepreneur parce que je suis toujours un entrepreneur. Exact. Ouais. Et je serai toujours un entrepreneur. Donc, j'ai un passé, un présent et un futur d'entrepreneur. Je vais me concentrer sur 2 boîtes. Une qui a un échec et une qui a un succès. Les échecs étant beaucoup plus formateurs que les succès. On est d'accord. Monter une première boîte dans l'univers du luxe qui avait l'ambition de devenir le premier grand magasin de luxe sur Internet. C'était trop tôt. C'était en quelle année, ça ? Je savais pas. Ouais. C'était en 2012. Ok. C'était trop tôt, j'avais pas assez d'expérience, j'étais pas bien entouré, j'ai fait toutes les erreurs possibles, donc ça a échoué. Mais très vite, je suis reparti et j'ai monté une autre boîte qui s'appelait Gov et qui là a été un très gros succès. Cette boîte, je l'ai vendue en 2017 au BCG. Alors c'était quoi Gov ? Gov, c'était la première application de mesure de l'opinion publique en temps réel. Un mot que connaissent très bien tes auditeurs, c'était le disrupteur des instituts de sondage. D'accord. Donc on a contribué à disrupter les instituts de sondage sur la verticale politique. Et ensuite, on a permis à des grandes entreprises de prendre le pouls des salariés pendant des grandes périodes de transformation. Au top de Gov, il y avait plus de 50 millions de personnes qui s'étaient exprimées sur l'application. C'était vraiment c'est une expérience incroyable, c'était vraiment génial. Et je l'ai vendu en 2017 au BCG. Qui signait là une de ses premières acquisitions start-up de son histoire. Donc c'était vraiment quelque chose d'important. Et je n'avais pas prévu de rester très longtemps au BCG, parce que pour être tout à fait transparent, je ne savais pas vraiment ce que c'était. C'était pas mon univers, c'était pas mon monde. Je sais qu'il y a des gens qui naissent avec comme objectif de rentrer au BCG. Moi, c'était pas mon objectif, mais j'ai eu un coup de foudre. Choc des cultures quand même. Mais alors pour oui, toi, entrepreneur. Alors oui et non, parce qu'en fait, bien évidemment, au début, je me disais, oh là là, c'est la grosse boîte américaine, avec énormément de process, avec énormément de reporting, avec des termes que je ne comprends pas. Mais au final, je me suis rendu compte que les grands partenaires du BCG, donc les grands patrons du BCG, sont tous des entrepreneurs. Et j'ai eu 2 coups de foudre. D'abord, j'ai eu un coup de foudre pour l'entreprise et pour la méthode de cette entreprise, pour l'histoire de cette entreprise. Si tu veux, moi, j'étais en Ligue 2 et là, je faisais la Ligue des Champions. Donc, j'ai une reconnaissance et une gratitude à l'égard de BCG qui est immense. Et ensuite, j'ai eu un coup de foudre pour quelqu'un, un coup de foudre professionnel, amical, pour un monsieur que tu as cité, qui s'appelle Ludger Kubelsorger, qui était mon patron. En fait, pour pas mentir, il était le patron de mon patron. Et très vite, on a connecté. Et au lieu de rester quelques mois, ce que j'avais prévu, j'y suis resté 5 ans au BCG. Et j'ai fait plusieurs choses, notamment accompagner Ludger. Ensemble, on a créé l'équivalent du Corporate VC Fund de BCG. On a investi dans des softwares, des data products, des AI products, c'était passionnant. Et puis à un moment, je me suis dit, voilà, j'ai un track record d'entrepreneur, maintenant j'ai un track record à l'intérieur d'un gros corporate où on a investi dans des produits, j'ai envie de monter un fonds. Mais en fait, j'ai envie de monter un fonds un peu différent, sur au moins 2 angles. Le premier, c'est que je veux faire un fonds thématique. Moi, j'ai la conviction que les spécialistes gagnent. Je crois qu'il faut se spécialiser. Et la deuxième conviction, c'est une conviction autour de l'industrie dans laquelle il faut se spécialiser. Et après avoir fait énormément de recherches, on s'est arrêté sur le travel. Le tourisme, c'est pour nous l'industrie qui va surperformer toutes les autres
sur les prochaines décennies. C'est une industrie qui est en pleine transformation et je pense qu'on vit un point d'inflexion aujourd'hui dans l'univers du tourisme. Et l'idée, c'est de créer le premier fonds européen de Travel Tech. Super. Alors moi, parce que je connais Ludger et je sais que c'est quelqu'un de extrêmement puissant intellectuellement et qui challenge systématiquement. C'est une machine. Comment, le connaissant, tu as réussi à l'embarquer dans cette aventure et à le convaincre que la Travel Tech, c'était vraiment l'une des verticales qui n'avait pas suffisamment été investie par le VC ces dernières années? La première fois que j'en ai parlé à Ludger, je lui ai donné des bribes d'informations. C'est le début d'une réflexion. Ludger, il est cofondateur de Rock Venture. Moi, je suis venu en lui disant, voilà, je vais quitter BCG parce que j'ai envie de faire autre chose. Et ce que j'ai envie de faire, c'est un fonds thématique. Il m'a dit, très bien, moi, je pense que les spécialistes gagnent. Je lui ai dit, bah, super, on est alignés. Et ensuite, on a réfléchi ensemble à ce qu'il fallait faire. La particularité de Ludger, et c'est ce qui a marché dans mon ancienne entreprise Gov, c'est la synergie et la différence entre lui et moi. Il est senior partner BCG pendant 30 ans. C'est un des plus grands banquiers européens. Et moi, je suis tout l'inverse. Je suis un pur entrepreneur qui ne suit pas les process, qui fait beaucoup de choses à l'instinct et au feeling. Et en fait, il est devenu ce que j'ai toujours rêvé d'avoir, un mentor. Et je dis souvent ça, on a souvent des modèles, mais il est rare que les modèles deviennent vos mentors. Moi, il est mon modèle et mon mentor. Et ton cofondateur. Et mon associé et mon ami. Top. Ok, alors la Travel Tech, si on rentre un petit peu plus dans la profondeur de cette verticale de la tech, pour moi, elle touche à énormément de sujets que j'aimerais qu'on creuse aujourd'hui. Les sujets de personnalisation avec l'IA, les sujets du climat également, avec le transport, parce que ça va aussi impacter le transport. Est-ce que tu pourrais nous faire, je dirais, un éclairage pour nous qui ne sommes pas du tout dans cet environnement au quotidien, de ce que ça représente en réalité et qu'est-ce qu'il y a derrière cette verticale? Ce qui est passionnant quand on fait un fonds thématique, c'est que évidemment, on a une expertise du sujet qui devient vraiment, pour le coup, assez importante. Et on se rend compte que les gens ont une vague idée de ce que peut représenter une industrie, mais parfois on ne se rend pas compte à quel point elle est énorme. Et le travel, c'est l'exemple parfait. Tout le monde voyage, tout le monde adore voyager, mais après maintenant 2-3 ans à défricher un peu le terrain, je me rends compte que le poids du travel, c'est quelque chose que tous les investisseurs n'ont pas encore mesuré. Le travel, c'est 10% du PIB mondial et 10% de tous les emplois dans le monde. C'est pareil au niveau européen. Qu'est-ce que tu inclus dans le travel? Qu'est-ce que ça représente exactement? Alors déjà, Rock Venture, nous, on a 6 verticales. Donc on opère autour de 6 verticales. La première, c'est le travel planning. Le travel planning, pour faire simple, ce sont les OTA. Okay, tout ce qui me permet de réserver un voyage. La deuxième verticale qu'on a, c'est le lodging. Donc tout ce qui concerne l'hospitality, l'hôtellerie. Le troisième, c'est air travel, l'aérien. Le quatrième, c'est corporate travel. Donc tous les voyages professionnels, une énorme industrie. Le cinquième, c'est le travel experience. Travel experience, pour faire simple, c'est tour and activities. Tout ce que sont les expériences à l'intérieur d'une destination. Et le sixième, c'est mobility. Donc mobility, ça peut être tous les nouveaux usages de transport, pour le coup green, puisque Rock Venture a un angle sustainability très important, et je reviendrai là-dessus. Mais voilà les 6 verticales qu'on voit. Maintenant, au-delà des verticales, je voudrais que les gens comprennent la taille de cette industrie. Évidemment, tout le monde sait que c'est une grosse industrie, mais il faut peut-être donner quand même quelques ordres de grandeur. C'est 10% du PIB mondial, 10% de tous les emplois. C'est une industrie qui va passer de 8 trilliards à 15 trilliards dans les 5 prochaines années. Un chiffre qui m'a, moi, passionné dans les recherches qu'on a fait, alors évidemment, j'ai dit qu'on était tous des anciens BCG, donc on aime bien faire des recherches. La Travel Tech, c'est plus de 10% de toutes les unicorns en Europe. Tant que ça. Eh ouais, c'est quelque chose qui est incroyable. En nombre. Tu dis en nombre. Ouais. 10% de toutes les unicorns européennes sont issues de la Travel Tech. Donc cite-en quelques-unes. Travelperk, Get Your Guide, Omio, je mets Blablacar parce qu'on est ici en France. C'est une industrie colossale. C'est Muse, c'est Lighthouse, ce sont des boîtes qui valent plusieurs milliards. Et on reviendra là-dessus, mais c'est des boîtes qui ont été créées en Europe. Et il y a quelque chose qui me fascine dans la dominance, en tout cas dans l'imaginaire des Américains sur la Travel Tech.
il ne faut pas oublier que Booking est une boîte qui a été créée à Amsterdam. L'Europe est en capacité, et l'a démontré, de créer des leaders mondiaux. L'avantage de Rock Venture, ou en tout cas la mission de Rock Venture, c'est de créer un fonds européen capable de permettre la création des futurs unicorns de cette industrie. Alors dans l'industrie du travel, c'est quand même une industrie avec énormément de monopoles. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, enfin dans toutes les verticales que tu as citées. T'as raison. Est-ce que ça, c'est un modèle qui est en train de bouger ? Est-ce qu'il y a des entrants qui commencent à réellement... alors tu citais Booking, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Ouais, mais Est-ce que tu pourrais citer quelques exemples de disruption justement au travers de différentes verticales ? alors, ce qui est intéressant dans ces questions de monopole, tu prends l'exemple de Booking. Évidemment, Booking est un monstre qui va pas concurrencer Booking demain. J'aime bien quand il y a des entrepreneurs qui viennent me voir pour m'expliquer qu'ils vont monter un nouveau Booking. Je leur pose toujours la même question. Est-ce que vous avez une idée du budget marketing de Booking par an ? Alors, ils réfléchissent. Alors, parfois, on me dit, je sais pas, 100 millions, 500 millions, 1 milliard, 4 milliards. Ouais. 4 milliards, c'est le budget marketing de Booking par an. Donc, elle est où la solution ? Ce sont les hôteliers de niche. Il faut prendre un segment. Nous, chez Rock Venture, on est actionnaire d'une boîte exceptionnelle qui s'appelle Whisky, qui est une technologie qui permet de packager et bundle un full ski trip. Pour faire très simple, c'est le booking du ski. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris une niche, le ski, sauf que c'est une niche à 80 milliards par an. Et c'est une niche où l'Europe est très grand leader. Et donc, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on voit, nous ? On voit dans des verticales des players qui arrivent et qui se spécialisent sur un segment. Probablement que la logique sera ensuite de se faire consolider par les très gros players. Peut-être, oui. Mais en tout cas, le volet niche, pour moi, c'est un très bon angle. Après, d'un point de vue technologique, et c'est là que la thèse d'investissement de Rock est intéressante, tu vois, on est dans une fenêtre très rare où les infrastructures, les usages et les attentes des consommateurs se sont totalement alignés. Donc tu as aujourd'hui des utilisateurs, des consommateurs, des travelers qui consomment le voyage de manière très différente. Tu as une énorme prise de conscience écologique des gens. Bon, qu'est-ce que Booking te propose en termes de voyage green ? Pas grand-chose. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu peux trouver autour des experiential travel, digital nomade, toutes ces tendances qui ne sont pas seulement des tendances post-Covid ou Covid rebound, qui sont aujourd'hui des tendances de fond. Il y a une nouvelle... des nouveaux travel habits qui vont engendrer la création de nouveaux players qui vont être très importants. Et la place de l'intelligence artificielle dans tout ça, est-ce que c'est quelque chose... Parce que moi, je me fais un énorme fantasme sur... On en parlait avec l'invité que j'ai reçu récemment sur l'expérience immersive du casque réalité virtuelle. Moi, j'ai eu cette expérience extraordinaire avec le casque de VR de mon fils. J'ai fait du saut en chute libre dans le Grand Canyon. Et j'ai vraiment eu le sentiment de l'avoir fait. Enfin, tu vois, il n'y a pas eu de différence en termes à part quand mon chien s'est mis à me lécher la main, mais j'ai pas du tout eu de différence. Alors, j'ai jamais fait de chute libre, mais j'imagine ça doit être plus ou moins ce sentiment, cette sensation. Donc, est-ce que ça, c'est aussi un sujet, tout le développement de ces applicatifs de travel virtuel ? Est-ce que c'est un sujet que vous regardez aussi ? Alors, c'est un sujet qu'on regarde, mais personnellement, ça me plaît pas. Ah, vas-y, raconte. Ça me plaît pas parce que l'idée de visiter une ville à travers un casque immersif, je pense que c'est le contraire de la beauté du travel. Il y a une quote que j'adore qui dit « Travel is the only thing you spend that makes you richer ». Il faut voyager. Il faut aller voir les choses. Il faut aller voir des nouvelles cultures. Il y a rien qui est plus enrichissant qu'un voyage. Si aujourd'hui un voyage, c'est s'enfermer dans son appartement, regarder un casque virtuel et aller voir le Colisée... Non, mais ça coûte très cher, le voyage. Enfin, moi, je voyage énormément et je voyage, mais pas forcément très loin, mais aussi je découvre plein de choses, je suis hyper curieuse, etc. Mais c'est quand même un coût très important dans le budget. Oui, mais justement, tu as totalement raison, mais c'est aussi une des choses qui nous a poussé à créer un fonds de travel, c'est que quand tu interroges les gens dans le monde, le budget voyage est devenu un budget vital. Il privilégie parfois, je ne sais pas si c'est bonne, même la santé, ouais. au voyage. Ouais. Aujourd'hui, le voyage, c'est une des sources de dépenses qui, pour les travelers, ils ne cherchent pas à chipoter là-dessus. Il n'y a pas de débat. C'est crucial. Et c'est pour ça que je pense que ça ouvre des opportunités de marché et de business énormes. Mais la question, c'est comment on le fait ? C'est quoi le voyage de demain ?
La prise de conscience écologique des voyageurs, elle est réelle. J'allais te le dire. Comment est-ce que tu réconcilies ça avec l'empreinte carbone qui est générée par le voyage ? Moi, je sais que j'y prête beaucoup plus attention que je ne le faisais il y a 10 ans. Mais je vais te faire une réponse qui est très peu politiquement correcte. Mais nous, chez Rock Venture, on est persuadés que sustainable travel, c'est très important. D'accord ? En revanche, oui, mais tu vas être surprise de la réalité du marché. Bah, j'imagine tout le monde va te tenir un discours en te disant la prise de conscience écologique est réelle, etc. Elle est réelle. Mais par contre, quand tu demandes à un voyageur de payer quelques euros de plus pour une expérience green, il ne paye pas. Donc on est dans beaucoup de déclaratifs, mais le call to action, ou en tout cas la transformation, elle n'est pas encore là. Pourquoi elle n'est pas encore là ? Peut-être parce qu'on n'a pas encore trouvé d'offres suffisamment intéressantes, de produits suffisamment intéressants, de technologies suffisamment intéressantes, mais c'est là que ça devient génial. C'est comment est-ce qu'on va permettre de créer un voyage plus green qui n'ait aucun impact sur l'expérience du voyageur et qui en même temps réponde vraiment à ce besoin écologique dans une industrie qui est une des plus polluantes au monde. Et comment tu réconcilies tout ça ? Il y a plusieurs... Alors, tu peux nous donner des exemples ? Je peux te donner des exemples très concrets. On va faire très concret pour les auditeurs de FinScale. Il y a une boîte française qui a décidé, alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, qui a décidé de ne plus vendre la destination Mykonos au mois d'août. Parce que le mass tourisme, c'est probablement ce qu'il y a de pire aujourd'hui dans le tourisme. Donc eux, ils ont dit, dans les périodes de pic, je les envoie pas. Qu'est-ce que permet de faire parfois l'intelligence artificielle sur ces sujets-là ? Dans des très grosses périodes de pic, il te fait en sorte de te pusher des destinations qui sont des destinations où il n'y a pas énormément de monde à cette période-là pour éviter le mass tourisme. Mmh. Ça, c'est concret. Mmh. Tu as aussi besoin parfois de voir l'impact que tu vas avoir. Donc, tu as des scorings. Tu as des sites où on te dit ce voyage, c'est tant d'émissions carbone. Mmh. Donc, tu as la possibilité de faire une action écologique. Soit tu plantes un arbre, tu peux trouver ça mineur ou pas mineur, mais il y a des choses qui te permettent de te rendre compte de ta consommation. Mmh. Moi, je crois que la technologie, elle va avoir un impact énorme sur la sustainability dans le travel. L'AI va être décisive là-dedans. Dans le transport, il y a des choses déjà incroyables qui se passent. Par exemple, les SAF, donc les fuels dans les compagnies aériennes qui sont des fuels un peu plus green. C'est pas le scope de Rock Venture parce qu'on fait pas ce type d'asset. Mais en tout cas, l'industrie est en train de s'orienter, en train de se tourner, en train d'investir massivement dans des technologies green. Et je pense que toutes les nouvelles plateformes et tous les autres nouveaux entrepreneurs qui arrivent sur le marché, eux, ils ont cette prise de conscience et les produits qu'ils créent vont déjà dans ce sens-là. Merci beaucoup, Bobby, d'avoir pris ce temps-là pour nous parler de cette verticale. C'est super intéressant. Et hyper prometteur. Moi, j'étais aussi intéressée de savoir votre expérience Rock Ventures maintenant, en pleine levée, savoir comment ça se passe, parce que on sait tous que c'est compliqué de lever en ce moment. Vous avez, un track record, puisque vous avez déjà investi dans des boîtes, tu le mentionnais tout à l'heure avec Whisky, mais il y en a d'autres. Pas seulement. On a investi dans plusieurs boîtes en Espagne, en Allemagne et en Israël, puisque le scope de Rock Ventures, c'est Europe, et principalement European Union, et Israël. Je réponds à ta question sur la levée. La première chose qu'on a fait avec mes associés, donc on a mentionné Ludger Kobelsorger, mais nous avons un troisième GP avec nous qui s'appelle Kai Kramer, qui nous a rejoint au mois de janvier, qui, ça ne te surprendra pas, est aussi un ancien BCG. J'ai vu. Voilà, donc c'est l'ancien patron de l'asset management au BCG, puis ensuite c'est devenu un des patrons de Financial Institution chez KPMG, et maintenant c'est un partenaire Rock Venture à temps plein. Nous, on a décidé une stratégie que je recommande à ceux qui peuvent se le permettre. Nous, on a décidé d'avoir un skin in the game maximum dès le départ. C'est très simple. Une levée de fonds dans un business de fonds, il faut que les auditeurs qui nous écoutent le comprennent, c'est un alignement d'intérêts. Il faut avoir un alignement d'intérêts entre les GP et les LP. Donc, Ludger, Kai et moi, qu'est-ce qu'on a fait ? On a warehousé des deals. Donc, notre objectif, c'était de dire, on est convaincu de notre thèse d'investissement. On est convaincu de notre méthodologie. On est convaincu de notre deal flow. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord poser nos sous. On a commencé à investir dans des verticales qui sont les verticales du fonds. On a trouvé des très bons deals. Les boîtes, ça fait 2 ans qu'on les a. Je fais aucun teaser sur les boîtes qui cartonnent, mais il y en a qui marchent très, très, très bien. Et c'était ensuite le moment de commencer le fundraising. Donc, on commence notre fundraising maintenant. Ça fait 1 mois. Mais on commence avec déjà un portefeuille existant. Ça aide. Et c'est inévitable, en fait.
Mais c'est pas donné à tout le monde. Non, tout à fait. Donc mais c'est malheureusement parfois très injuste. Sans track record, c'est compliqué de justifier ça à TLPs. Naturellement. Alors on a 2 track records. On a notre premier track record de BCG, de tous les investissements qu'on a fait, et on a le track record du portfolio qu'on a aujourd'hui. Est-ce que c'est facile de lever un fonds ? Non, c'est très dur de lever un fonds. C'est très dur. Mais moi, ce que je constate, et je serais très heureux de recevoir ensuite des messages de gens qui nous écoutent, je pense que les LP veulent des fonds spécialisés. Je crois aux fonds thématiques. Je pense que c'est quelque chose qui est attendu par les LP. Donc le fait d'être un fonds spécialisé, c'est déjà quelque chose qui aide. Naturellement, le fait d'avoir un track record, ça change tout. Et ensuite, le deal flow. L'avantage de Rock Venture, ça fait 3 ans qu'on est sur le projet de Rock Venture. Ça fait 3 ans qu'on investit. Et je peux dire qu'on a un des meilleurs deal flow européens sur la verticale du travel. Sur les 12 derniers mois, on a vu plus de 500 deals. Donc, on existe, on voit ce qui se passe sur le marché, on est très identifié. On a fait un travail sur lequel tu m'as souvent beaucoup aidé, de nous imposer comme étant la référence travel tech au niveau européen. Et je pense qu'on a fait un bon travail là-dessus, il faut continuer. Ce qui est intéressant aussi par rapport au LP, c'est que moi, ce que je constate, c'est que le travel, ça commence à devenir un sujet hot pour les investisseurs. Et peut-être un exemple très concret, c'est le grand retour des fonds de private equity sur le travel. Et ça, c'est un signal. Les dernières très grosses levées de fonds sur les derniers mois dans le travel sont des rounds à 300 millions, 400 millions, ont été portés par des fonds comme KKR, PSG, Equity. Donc, c'est un gros signal quand les fonds de PE reviennent. Tu peux nous citer les boîtes les must-know, les boîtes qu'il faut qu'on connaisse dans cette verticale ? Donc non, mais tu parlais de ces deals-là, c'est quel deal ? Je vais vous donner 3 boîtes. Alors, je ne suis pas très objectif parce que c'est les 3 boîtes dans lesquelles je suis investisseur, mais en travel planning, donc sur l'univers de la réservation du ski, whisky, c'est la meilleure techno. Et c'est très intéressant pour nous, Français. C'est une boîte française ? Non, alors c'est une boîte israélienne, mais qui a une stratégie de corridor. Et c'est ça qui nous a énormément plu. C'est peut-être intéressant parce que ça montre un peu le mindset des Israéliens. Israël, qui est connu comme la Startup Nation, avec des ingénieurs absolument incroyables, ils ont un problème, c'est qu'ils n'ont pas de marché. Donc leur marché, c'est tout de suite en dehors. Oui. La plupart vont sur le marché américain. Eh bien, eux, ils ont choisi ce qu'on appelle la stratégie de corridor. Donc, ils ont dit, qui sont les plus gros spenders dans le ski en Europe ? Les Anglais. Les Anglais, ils ont la difficulté, c'est que chez eux, ils n'ont pas de station de ski ou skient pas chez eux, ils sont obligés d'aller ailleurs. Donc, il y a un enjeu de transport, il y a un enjeu d'accommodation, etc. Donc, ils ont dit, on va prendre les UK skieurs et on va les envoyer dans les stations de ski françaises. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions d'euros tous les ans déversés sur les stations de ski françaises whisky. Magnifique histoire. Corporate Travel, on a une boîte qui s'appelle ApartTool, qui est une boîte espagnole, qui permet à des grosses entreprises qui relocatent leurs employés d'avoir accès à un appartement dans les villes où ils vont. Et ça, c'est intéressant parce que c'est aussi des nouveaux usages dans le travel. C'est-à-dire que à l'époque, quand, je sais pas moi, Google, Netflix, BCG envoient un salarié pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois dans une ville, il allait à l'hôtel. Ah oui. Aujourd'hui, ces gens-là, ils veulent plus aller à l'hôtel. Ils cherchent un appartement. Bien sûr, ouais. Et ce qu'a fait ApartTool, ils ont été voir les plus gros TMCs. Donc les TMC, c'est Amex, Carlson Wagon Lit, BCD, ceux qui détiennent les contrats travel avec toutes les grosses boîtes. Donc, ce qu'on a aimé chez ApartTool, c'est qu'ApartTool n'est pas allé voir Google en direct. Il est allé voir Amex. Et il a dit à Amex, toi, tu as Google comme client, tu es très fort sur les hôtels, mais tu connais pas les appartements. Tu ne l'as pas, cette inventory-là. Et donc, il apporte au TMC... C'est un Airbnb professionnel, en fait. Exactement. Il ne détient pas les appartements. Et qui détient les appartes ? Des particuliers ? Non, parfois des particuliers, parfois des très grosses entreprises, donc des fournisseurs. Donc, il réunit énormément de suppliers et il lui dit, voilà, j'ai une réservation pour toi. Et ce qui est très intéressant, c'est que ApartTool, c'est 3-4 mois minimum. Donc, pour ces gens-là, c'est très intéressant. Ouais. Et puis, ce que j'ai aimé dans cette boîte, c'est qu'on est dans l'anti-Airbnb. On ne vient pas 2-3 jours dans un endroit... Non, on envoie quelqu'un pendant 4-5 mois qui va consommer, qui va vraiment vivre comme un local. Et une autre boîte qui te plaira, c'est une boîte allemande qui s'appelle Raus.
Et c'est un segment très intéressant. Raus. Raus. R-A-U-S. Comme Raus. dehors. Voilà. Raus. Exactement. Ça s'appelle Raus. Et c'est passionnant parce que c'est un nouveau segment du travel qui est passionnant. C'est l'outdoor experience. Ce sont des cabines relativement luxueuses, 100% écolo, au milieu de la nature. Et donc, tu vas vivre une expérience pendant... Ça, c'est plus de la travel tech, si? Tu es doué. Alors... Désolée, mais... Tu as raison. Alors c'en est, mais je vais justifier. Toute l'expérience est 100% digitale. D'accord ? Donc, tu réserves tout à travers Raus. À l'intérieur de la cabine, tout est 100% digital, tout est 100% écolo. Tu fais tout avec ton appli. Donc, on est dans une expérience qui est vraiment une expérience digitale. En revanche, oui, tu as raison, c'est un asset. La cabine, c'est un asset. Mais pour parler vraiment comme un investisseur, en termes de marge, c'est très important. Mais du coup, tu n'es plus dans des logiques de scalability et repeatability que tu vas aller chercher quand tu es VC, en fait. Tu es totalement dans des logiques de scalability parce qu'aujourd'hui, on a un peu moins de 100 cabines. Mm-hmm. L'objectif, c'est d'en avoir 500, 1000. Ça a été fait aux États-Unis par quelqu'un qui vient d'ailleurs d'être acheté par Marriott. Donc nous, notre conviction, c'est que c'est un segment qui n'a pas été assez adressé par les très gros players Accor, Hilton, Intercontinental, et que nous, en créant cette expérience-là, en apportant un service incroyable, une expérience incroyable, on a le potentiel d'intéresser ces très gros players qui diront, bon, passer un certain nombre de cabines, c'est un segment très intéressant pour nous et on peut y aller. Mm-hmm. Mais toute l'expérience de Raus, c'est tech et c'est écolo. Et c'est ça que j'aime. Et peut-être je rajoute un angle, parce que je sais que c'est des sujets qui t'intéressent, et même qui intéressent un peu le nouveau podcast que tu as fait autour de la spiritualité, etc. Raus, c'est aussi génial pour ce qu'on appelle la circular economy. Mm-hmm. Nous ne sommes pas propriétaires des terrains sur lesquels les cabines sont. Les terrains appartiennent à des fermiers. Ce sont des fermiers qui ont des très grandes propriétés. Ce sont des fermiers qui vivent avec un tout petit salaire. Mm-hmm. Bien, Raus va les voir en disant « Je pose une cabine sur ton terrain et on fait un revenue sharing. » Donc, tu as des gens qui ont une explosion de leurs revenus grâce à ce modèle-là et qui ont repris une vie très décente grâce au complément de revenus qu'ils font avec Raus. C'est intéressant. Ouais. La logique que tu avais il y a 5-10 ans d'aller retourner un portefeuille avec une ou deux boîtes, est-ce qu'elle est encore tenable dans le contexte actuel et dans la verticale travel tech? Il y a plusieurs éléments de réponse. La première, elle est peut-être liée au fait que nous sommes des entrepreneurs chez Rock Venture. Et je vais dire pourquoi je dis ça. En tant qu'entrepreneur, quand j'investis dans une boîte, c'est un 10x que j'ai en tête. Je n'ai jamais le modèle de me dire il y en a 9 qui fail et une c'est Facebook et j'ai retourné le fonds. C'est pas du tout le mindset de Rock Venture. Quand on analyse une boîte, on est persuadé que si on y va, c'est un 10x. Mm-hmm. Il y a un deuxième volet qui est peut-être un peu spécifique à Rock Venture et qui est lié au background BCG. On est extrêmement hands-on. On n'est pas seulement des VC qui viennent à un board, on a contribué à réellement changer des stratégies et parfois même à améliorer ou arranger des situations très compliquées. Donc on est hyper hands-on et ça je peux le constater quand parfois je parle avec d'autres collègues VC qui parfois peuvent me dire « mais je passe plus de temps sur cette boîte parce que je pense que ça le fera pas ou en tout cas qu'on fera pas un 10x ». Nous on n'a pas trop ce mindset-là. On continue à aller avec la boîte, on la pousse, on essaye, et franchement, on a vu des très beaux retournements. La troisième des choses, c'est que aujourd'hui, comme tu dis, le marché est dur. Oui, le marché est dur, mais l'avantage de la travel tech, et ça fait partie des recherches qu'on a fait, c'est une industrie qui a démontré sa capacité à créer de la liquidité. Et tu as, dans la travel tech, 3 exit routes. Tu as les travel tech unicorns, qui ont toutes levé récemment des rounds de 200, 300, 400 millions. Elles ont levé cet argent pour faire de la consolidation. Donc nous, on va investir sur des gens qui vont être consolidés. Mm-hmm. Ça, c'est une exit route. Tu as une deuxième exit route et qui est une des raisons pour laquelle on a décidé de faire un fonds de travel tech. Ce sont les legacy players. Amadeus, Accor, Hilton, Intercontinental, tu prends tous les gros players. Ils sont relativement en retard sur la tech. Donc ils investissent massivement. Et quand tu as une technologie ou une boîte qui fitterait très bien avec leur stratégie ou avec leurs besoins, plutôt que de faire du build, ils vont faire du buy. Mm-hmm. Et pour nous, c'est une exit route. Ouais. Et la troisième, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est le retour des fonds de private equity. Et donc, passer une certaine taille de boîte, un certain seuil de rentabilité,
ils viennent sur des deals. Et je pense que la travel tech est vraiment en capacité de générer de la liquidité pour les investisseurs. Top. Alors, je rebondis sur ce que tu disais sur le côté hands-on. Je n'en doute pas. Ce qui est intéressant dans votre écosystème, c'est l'advisory board que vous avez constitué. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte quand on t'écoute qu'il y a nécessairement toujours des liens à faire avec des gros players. Donc, tu parlais des legacy, de toutes les très, très grosses boîtes. Et moi, c'est ce qui m'avait impressionné. C'est la capacité que vous avez à aller actionner des très grands dirigeants de cet écosystème-là auquel vous avez accès. En fait, on a fait deux choses au départ de l'aventure Rock Venture. La première, c'est qu'on a investi notre argent, et la deuxième, c'est qu'on a constitué un board. Et ce board, donc il est visible sur le fond de Rock Venture, mais ce sont les grands patrons de l'industrie. Donc on a, pour en citer quelques-uns, le président de Six Senses sur la verticale lodging, la vice-présidence d'Air France sur la verticale Air Travel, l'état-major d'accord sur le pôle Ennismore, qui est aussi du lodging. Et en fait, ce qui est important, et c'est ce que recherchent pas seulement nos LP, mais les boîtes dans lesquelles on investit, c'est l'expertise. Nous avons accès à une expertise marché qui est assez unique. Et le board de Rock Venture, ce n'est pas, j'aime bien dire ça parce que c'est réel, c'est pas des têtes sur un slide. Je reçois des centaines et des centaines de slides où il y a toujours des gens absolument incroyables, mais en réalité, ils ne sont pas vraiment derrière. Nous, ce sont des actionnaires de Rock Venture. Ils ont du carry de Rock Venture. Donc, en termes d'implication, d'alignement d'intérêts, c'est très sérieux. Et l'advisory board de Rock, il est génial parce que, bien évidemment, il rassure des LP parce que ça montre notre capacité à attirer des gens qui ne sont nulle part ailleurs, ne sont dans aucun autre board. Ils ont d'ailleurs demandé l'autorisation de leur boîte pour rejoindre le board de Rock Venture. Mais c'est aussi hyper intéressant pour les boîtes qu'on a en portefeuille parce que, on va pas se mentir, parfois ce sont des clients et parfois c'est peut-être même des bailleurs. Donc, à tout niveau, c'est hyper intéressant. Bon, Bobby, tu me connais. Tu sais que je lis énormément. Donc, qu'est-ce que tu as envie de nous recommander aujourd'hui ? Alors, je n'ai pas eu le temps de te demander ce que tu lisais en ce moment, sinon j'aurais fait une réponse. Je commence le livre de Marie Houtier, que tu connais peut-être, qui s'appelle Exit. Je connais. Et voilà, donc si elle nous écoute, ce que je lui dis depuis 3 mois, depuis qu'elle a sorti son bouquin, que j'allais commencer, en fait, entre-temps, j'ai lu 2 autres bouquins. Alors, je vais en donner 2. Un premier qui s'appelle L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. C'est la Bible des investisseurs. Et quand je dis c'est la Bible des investisseurs, c'est le seul livre préfacé par Warren Buffett, et donc Warren Buffett dit que si jamais on veut réussir, il faut lire L'investisseur intelligent. C'est plus adapté pour des gens qui font du côté, mais c'est absolument passionnant, et ça donne une lecture de ce qu'est un bon investisseur. Et ensuite, je vais donner quelque chose, je ne sais pas si les gens parlent de ce genre de livre chez toi. De tout, on parle. Du Comte de Monte Cristo, j'ai de la sci-fi. Alors, je vais donner un roman. Tu étais surprise tout à l'heure quand je disais que 10% des unicorns en Europe étaient travel tech. Est-ce que tu sais que le roman L'étranger de Albert Camus est le 3e livre francophone le plus lu de l'histoire ? Je ne suis pas étonnée. Voilà. Ouais. Eh bien, il faut lire L'étranger de Camus parce que l'absurdité de l'existence, la quête de sens, et pour des entrepreneurs, je pense que c'est intéressant. Il faudrait que je le relise. Ça fait longtemps. Merci Bobby. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.